Bonjour à vous et bienvenue à cette nouvelle édition du journal sur RTI 1. Aujourd'hui, 8 mars, la femme est célébrée dans le monde entier. C'est une journée de manifestation et une occasion de faire le bilan de la situation de la femme. Nous en parlerons tout à l'heure, mais avant, revenons sur cette visite du chef de l'État au Bénin et justement un communiqué relatif à la visite. À l'invitation du président de la République du Bénin, Dr Boni Yayi, le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, effectuera une visite d'État au Bénin du vendredi 8 au samedi 9 mars 2013. Au cours de cette visite, le président de la République aura des entretiens avec son homologue béninois ainsi qu'avec des hommes d'affaires du Bénin. Le chef de l'État assistera également à la cérémonie de la célébration de la Journée internationale de la femme qui sera célébrée au Palais des Congrès de Cotonou. Il se rendra ensuite à Porto Novo pour une séance de travail et une visite du centre Songhai. Dans la matinée du samedi 9 mars 2013, le président de la République se rendra à l'université d'Abomey-Calavi où il sera élevé au grade de docteur causa honoris de l'université d'Abomey-Calavi. Le chef de l'État regagnera Abidjan le samedi 9 mars 2013 en fin de journée. On en vient à cette journée du 8 mars, journée consacrée à la femme. Cette année, l'accent est mis sur les violences faites aux femmes et aux filles. En Côte d'Ivoire, il est question de promouvoir l'égalité entre l'homme et la femme, nous dit Marie-Laure Ngora. Une journée dédiée à la femme. Le rendez-vous est fixé chaque 8 mars. Pour l'édition 2013, la communauté internationale a choisi de se pencher sur le phénomène des violences envers les femmes et les fillettes. Comment passer des promesses à l'action pour éliminer, prévenir toutes les formes de violence à l'égard des femmes? La Côte d'Ivoire est préoccupée par la question. Comme réponse, elle suggère l'unité. Le ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant en fera l'écho en Côte d'Ivoire. Hommes et femmes, ensemble, pour une Côte d'Ivoire nouvelle et réconciliée, est une invite à l'unité des filles et des fils de la mère patrie, de chacun des hommes et des femmes dans sa spécificité, dont l'égalité, consacrée par notre Constitution, est indispensable pour la paix et le développement. Autrement, comment pourrions-nous devenir ce pays émergent à l'horizon 2020? C'est dans l'action conjuguée des hommes et des femmes, en prônant les valeurs d'amour, de tolérance, de respect mutuel, de solidarité, de paix et de travail. Et la ministre de la Famille ajoute: la situation de la femme en Côte d'Ivoire évolue. Des réformes majeures sont en cours. Elles concernent notamment la mise en place d'une stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre, la création d'un fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire pour lutter contre la pauvreté. Et pas moins de 14 000 femmes bénéficieront de ce fonds. La ministre Anne-Désirée Ouloto souligne: c'est le temps des possibles pour chaque femme en Côte d'Ivoire. Le temps aussi de faire de l'homme un allié stratégique dans la lutte contre les disparités et les violences basées sur le genre. Pour cette journée dédiée à la femme, intéressons-nous à ces femmes appelées Maman Benz. Elles sont pour la plupart de grandes commerçantes et on peut le dire, elles ont réussi à se faire une place au soleil. Alexis Ouedraogo nous conduit dans le quotidien des Maman Benz ivoiriennes. Derrière son comptoir, Alia renseigne ses clientes et répond à d'incessants coups de fil. La commerçante de bijoux installée au grand marché d'Adjamé a l'œil sur son commerce. Il y a 30 ans déjà, alors qu'elle n'était qu'une toute petite fille, elle s'est laissée séduire par sa mère, une grande commerçante. Il y a longtemps on est dans le commerce, pas aujourd'hui. On voyait souvent avant de partir, on fait des commandes. Et si ça peut, on nous appelle, on s'en va chercher. Et les affaires vont plutôt bien malgré la crise. Alia fait bouillir la marmite à la maison et s'occupe de ses 2 enfants. Si je te dis que je n'ai rien fait, là, je mens. Tout près d'elle, Dame Kaba Fofana, elle est habituée à l'axe Abidjan-Dubaï. C'est là que tous les 2 mois, elle part s'approvisionner en dentelle pour son magasin. Mais même tu ne connais pas papier, tu connais une marchandise. Tu vas arriver au marché, puis tu vas chercher le marchandise que tu veux. Si tu as trouvé, puis tu payes. J'ai trouvé ma maison.
Je dors là-bas, je suis dans mon magasin, puis je sors le matin. Autre lieu, dans les couloirs du grand marché de Treichville, plusieurs autres femmes s'illustrent tout aussi brillamment. Madame Thiemele, elle, nous raconte la passion et le pouvoir de l'indépendance financière. Sa mère était une de ces femmes à rouler en Mercedes-Benz à l'époque. On les appelait Nana Benz, elle et sa muse. Ma maman était une grande commerçante. Elle vendait des pagnes quand j'étais déjà à l'école primaire. Et donc les jeudis, quand on n'allait pas à l'école, je l'accompagnais au marché. Et donc j'étais déjà vendeuse de pagnes. Un seul mot sur les lèvres de ces combattantes intrépides, le courage. Travail là, quand tu te donnes là, c'est difficile, mais une fois que tu te donnes, ça ne te dit plus rien. Si toi-même tu as la volonté de travailler, que tu as envie vraiment le faire, ça passe. Tu ne peux pas rester les bras croisés, attendre tout jeune homme pour te dépanner. Donc, on lutte dessus comme ça. Une vertu qu'elles espèrent inculquer aux plus jeunes. Toujours au chapitre de la Journée internationale de la femme, la ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Anne-Désirée Oloto, est à New York, aux États-Unis. Elle présente au monde entier la situation de la femme en Côte d'Ivoire. Cette rencontre à l'ONU est une occasion pour la communauté mondiale de dresser le bilan de la lutte contre les inégalités basées sur le sexe et pour l'amélioration des conditions de la femme. Parlons à présent communication. Pendant 8 mois, 80 agents de la radiodiffusion-télévision ivoirienne RTI ont bénéficié d'un stage de renforcement de capacité. Cette formation a-t-elle amélioré la qualité des programmes de la RTI? La réponse avec Gabriel Zani. En matière de qualité de service offert, après ces formations, seuls les auditeurs et téléspectateurs ivoiriens peuvent apprécier les résultats. Au niveau du journal télévisé, il n'y a pas suffisamment d'enquêtes. C'est vrai que l'information elle est générale. Sur Internet, vous avez toutes les informations. Mais sur le pays, on n'a pas suffisamment d'informations. Je vois par exemple qu'à l'occasion de certains événements, on rend visite à des familles. On vit le quotidien en fait de la famille ivoirienne. Mais il reste pas mal de choses à revoir. Avec ces observations, la dynamique d'expertise acquise lors des sessions de formation doit être insufflée à tous les niveaux de la chaîne de production et des programmes. Nous sommes fiers de vous. Je sais donc pouvoir compter sur vous pour avoir constamment à l'esprit les repères théoriques et pratiques reçus lors de ces différentes formations afin d'accomplir vos tâches selon les normes professionnelles requises. Emboîtant le pas au directeur général de la RTI, Afoussiata Bambalamine, ministre de la Communication, tout en remerciant les partenaires formateurs que sont l'Académie France 24, la Radio France Internationale et RFI, a exhorté l'assistance à plus de professionnalisme dans l'exercice des différents corps de métier. Je voudrais aussi vous engager à faire rêver les Ivoiriens et les téléspectateurs d'autres pays en leur proposant sur le bouquet, donc les programmes télévisuels qui sont attrayants, captivants et authentiques. Les journalistes et techniciens de la radio-télévision ivoirienne ont reçu leur diplôme de participation à ces différentes formations. Et convaincus que la formation continue demeure le socle de la compétence et de la compétitivité, les récipiendaires ont souhaité que ces formations se renouvellent. Direction les tours de la cité administrative du Plateau pour parler de sécurité. Les systèmes sécuritaires de ces bâtiments sont-ils fonctionnels? Les tours sont-elles elles-mêmes encore opérationnelles? Herman Yamian nous conduit sur place pour avoir la réponse. Vu de l'extérieur, ces tours construites il y a près de 40 ans semblent répondre aux normes de sécurité. Mais vu de l'intérieur, le manque d'entretien a favorisé la dégradation de ces joyaux architecturaux. Aujourd'hui, la plupart des systèmes de sécurité sont défaillants. Ces dispositifs ne fonctionnent plus. En cas de feu dans cet immeuble, la détection ne fonctionnant pas, on ne détectera pas le feu. Le désenfumage ne fonctionnera pas, mais les personnels ne pourront pas sortir parce que les blocs autonomes d'éclairage de sécurité qui doivent leur donner de la lumière ne vont pas donc fonctionner, car dans ce bâtiment, le groupe électrogène ne fonctionne pas également. Cet emplacement est l'emplacement d'un extincteur. Vous constatez qu'il n'est plus là, donc dans ce niveau, il n'y a plus de moyens d'extinction. En plus de la vétusté des différentes tours, un autre danger menace les usagers en cas d'incendie. Les voies d'accès aux pompiers sont toutes occupées
par les véhicules stationnés ça et là. Dans cette ambiance qui prévaut en ces lieux, personne ne se préoccupe des dangers qu'elle côtoie en accédant à ces immeubles. Tout à l'heure, je prends l'ascenseur que j'arrive au lieu où je vais exactement. Je suis satisfait. Donc pour l'instant, je n'ai pas peur de quelque chose. Quand on vient ici, c'est pour faire des papiers et puis repartir. Ce n'est pas pour durer. La commission interministérielle chargée des immeubles de grande hauteur est à pied d'œuvre pour faire l'état des lieux. Les experts de cette commission ont 4 jours pour fournir au gouvernement un rapport détaillé. Au Mali, la situation reste tendue. Les regards sont tournés vers les massifs des Iforas. Cette zone située près de la frontière avec l'Algérie est le lieu des combats difficiles contre les combattants liés à Al-Qaïda au Maghreb islamique AQMI. Le ministre français de la Défense y était hier. Jean-Yves Le Drian est ensuite allé à Gao, la plus grande ville du nord du Mali, à proximité de laquelle un 4e soldat français a été tué mercredi 6 mars. En bref, le ministre français de la Défense, après sa visite au Mali où il a rencontré le président par intérim Dioncounda Traoré, est attendu aujourd'hui au Burkina Faso. Au Kenya, la vie est suspendue en attente des résultats des élections présidentielles. Les commerces restent fermés quand les prix des denrées alimentaires grimpent déjà. La publication au compte-gouttes des résultats continue, mais des contestations surgissent déjà. C'est le Kenya tout entier qui retient son souffle dans l'attente des résultats de la présidentielle. Une attente mêlée d'inquiétude, comme ici à Mombasa. Les violences post-électorales de 2007 sont encore dans tous les esprits. Le bain de sang avait fait 1 millier de morts. Les habitants de Mombasa se souviennent de ce qui s'est passé et ils ont peur. Certains magasins sont fermés, rares sont ceux qui restent ouverts. Certaines personnes ont même fui vers l'intérieur du pays parce qu'elles craignent pour leur vie. Mais personnellement, je ne pense pas que ce sera aussi dramatique que les dernières élections. Cause de cette inquiétude, les lenteurs du dépouillement et les couacs techniques lors du vote biométrique. Par ailleurs, pas moins de 340 000 bulletins pourtant déclarés nuls ont été réintégrés dans le décompte final, ce qui a suscité la colère du camp Kenyatta en tête des résultats partiels. Plus inquiétant, ces bulletins de vote estampillés nuls que la police affirme avoir trouvés dans un dépotoir situé dans le nord de Nairobi, fief du candidat Kenyatta. La commission électorale, pointée du doigt, promet de mener l'enquête. Hier, on nous a parlé d'un problème similaire d'urne à Meru. Quand nos hommes y sont allés, ils ont constaté que c'était vrai. Les bulletins ont donc été comptabilisés et validés au bureau de vote. Mais parfois, ce ne sont que des rumeurs pour nous induire en erreur. Décriée et sous pression, la commission électorale promet d'annoncer les résultats définitifs vendredi. Mais la polémique pourrait bien se poursuivre. Le camp du Premier ministre Raila Odinga, 2e pour le moment dans la course, dénonce des fraudes et vient d'appeler à l'arrêt du dépouillement. En Syrie, les rebelles ont capturé 21 observateurs de l'ONU qui menaient une mission ordinaire d'approvisionnement. Les ravisseurs exigeraient pour les libérer le retrait de l'armée syrienne des abords du secteur de Jamla à la limite du Golan, c'est dans le sud-ouest de la Syrie. La brigade des martyrs Yarmouk, une composante de l'armée syrienne libre qui a enlevé 21 casques bleus en poste sur les hauteurs du Golan, a lancé un ultimatum de 24 heures au Conseil de sécurité des Nations Unies pour la libération des 21 observateurs. Ils seront bien libérés, mais seulement après le retrait des forces de Bachar el-Assad au-delà du périmètre de Jamla et des alentours de la frontière avec Israël. Les observateurs font partie d'un détachement de 300 casques bleus philippins en mission pour la force chargée de l'observation du désengagement sur le Golan, près du village de Jamla, à la frontière avec Israël. L'ambassadeur russe aux Nations Unies et actuel président du Conseil de sécurité a indiqué qu'il s'agissait d'un incident très grave. Dans ce cas particulier, la situation est inacceptable et plutôt bizarre. Les observateurs de Lindorf ne sont pas armés, ils n'ont rien à voir avec la situation en Syrie. Ils sont là pour une mission complètement différente. Aujourd'hui, cet incident dans le No Man's Land entre la Syrie et Israël, on dirait que quelqu'un veut que la situation dégénère. À Jérusalem, les responsables israéliens redoutent que cette capture provoque le départ de l'ensemble des forces de l'ONU, fortes d'1 millier de soldats. Le Golan a été conquis par Israël en 1967 et annexé en 1981.
Un statu quo existe entre la Syrie d'Assad et Israël. En sera-t-il de même avec les rebelles? En décembre dernier, l'ONU avait dénoncé la présence de rebelles et de militaires syriens dans la zone démilitarisée du Golan. Le Venezuela offre aujourd'hui, vendredi, des obsèques nationales à son commandante. Une trentaine de chefs d'État vont y assister. Le corps de Hugo Chavez sera encore exposé pendant une semaine. Et dans cette même journée, Nicolás Maduro, vice-président, devrait prêter serment pour assurer l'intérim. Et puis, rappelons que le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara sera aujourd'hui en visite d'État au Bénin. Cette visite va durer 48 heures. Et c'est la fin de ce journal. Très bonne journée à vous sur RTI 1.